Quand on n'est pas bien, quelque part, on se casse. C'est ce que j'ai fait. Toutes ces discriminations-là, elles sont structurelles. Et du coup, il n'y a pas un individu qui vient te dire va te faire foutre, rentre chez toi, sale banlieusard de merde. Mais je trouve que le fait que le RER, il n'y en ait plus tellement après 22 heures, c'est ce que ça veut dire. L'identité immigrée, on va dire, à l'intérieur d'elle-même, elle a une anti-francité. Salam alaikum, bienvenue dans Le Plafond de Verre, le podcast qui t'aide à dépasser et à briser les plafonds de verre, ou pas, et qui met en face de toi les réalités de cette société, entre autres. Aujourd'hui, on reçoit Ahmed Akurek, que j'apprécie particulièrement, qui a été pour moi un formateur en prise de parole en public, en art oratoire, on donnera le nom qu'on veut, que tu préciseras, et qui vient aujourd'hui nous parler de lui, de sa vision de la société, mais pas que. On verra où est-ce que nous mène cet entretien. Et je vais te laisser te présenter, comme ça sera beaucoup plus simple. Déjà, merci de me recevoir, Samy. En 2 mots, on pourra dire que je suis le fondateur de Cratéo, expert en persuasion, et surtout, moi, j'accompagne les professionnels pour qu'ils puissent triompher à l'oral dans leur situation à enjeu, entretien de recrutement, comité de direction, négociation, etc., etc. Ok. Tu fais franchement un travail formidable. À chaque fois que je te regarde, je te l'ai déjà dit, je te le dis là, parce que la base de cet échange, c'est qu'il soit authentique, moi je vais être franc avec toi, je vais te dire des choses que je t'ai peut-être jamais dit. Ouais, parce que c'est important. Moi je t'admire. Ah ouais. Oh. J'admire quand je te vois parler. Ça commence fort. Non, c'est la vérité. Quand je te vois parler, je me dis, franchement, il est trop fort. Il est fort. Okay. T'es convaincant, effectivement. Tu vois, quand tu dis expert en persuasion, c'est pas faux. C'est réel, je le vois. T'as une facilité à l'oral, t'as une manière de maîtriser les mots, le débit de parole. Voilà, c'est fort. Franchement, moi, je trouve ça respectable. Je trouve ça admirable. Je regarde tes vidéos sur les réseaux sociaux parce que on se connaît depuis quelques temps, peut-être au moins 2 ans, je dirais. On s'est rencontrés en 2022. Il y a moyen que ce soit 4. Hein. C'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on se suivait sans se... Voilà, tu m'as compris. On s'est rencontrés il y a 2 ans, je crois. Ça, c'est sûr. En 2022. Et puis, au fil des années, on a commencé à se côtoyer. Et puis, on a fini par bosser ensemble, entre guillemets. Tu as bossé avec Nivin. Ouais. Et puis après, j'ai bossé avec toi sur cette partie prise de parole. Ça m'a beaucoup servi. Aujourd'hui, je dirais pas que ma transformation est complète. Je pense que j'ai pas été assez assidu aussi dans le travail et j'ai pas mis en pratique assez ce qu'on a vu ensemble. Mais par contre, ça a changé. J'ai changé au niveau de ma posture, au niveau de comment je m'exprime, et c'est très très cool. Passons. On mettra les liens sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Ça me met à l'aise. Voilà. Aujourd'hui, on est venu parler des plafonds de verre. Pourquoi ? Okay. On a eu un débat il y a 1 an, peut-être un peu moins d'1 an, un truc comme ça, sous des commentaires Instagram, dans lequel j'évoquais peut-être la hijra, je sais pas ce que j'évoquais, mais j'évoquais un sujet de société lié au racisme notamment, à l'intégration. Ouais. Et où j'évoquais ma vision, et c'est totalement le sujet du podcast, c'est-à-dire que pour moi, en tout cas à l'époque, j'ai évolué sur l'action, pour moi, la société française, en général, d'un point de vue pro, principalement, parce que c'est sur ça qu'on s'appuyait dans la vidéo, elle a créé un plafond de verre pour les gens issus de l'immigration, où elle crée un plafond de verre, peut-être pas sa volonté, mais de manière structurelle, elle crée un plafond de verre pour les gens issus de l'immigration, racisés, comme on aime les appeler, même si issus de la diversité, le mot valise qu'on connaît tous, et qui ne leur permet pas d'accéder à certains postes, je dirais pas de pouvoir, mais en tout cas d'être en mesure d'aller chercher des postes qui correspondent mieux à leurs compétences, à leur niveau d'études, et ils sont à un moment donné bloqués par ce plafond de verre-là. Et on n'était peut-être pas d'accord, je pense, sur pas la réalité de ce plafond de verre, mais de notre capacité à le dépasser ou non. D'accord ? Moi, mon discours, c'est quand on n'est pas bien, quelque part, on se casse. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Personnellement, je n'étais pas bien en France. Pendant une longue période de ma vie, parce que je me considère comme arabe, un peu trop bronzé, etc. Donc, j'étais bloqué à cause de ça. Et ensuite, pour la deuxième partie de ma vie, je dirais à cause de ma religion, que je commençais à montrer de plus en plus parce que je la pratiquais de plus en plus. Et à un moment donné, je me sentais plus à l'aise en France à cause de ça, parce que je trouvais que la société telle qu'elle est constituée et telle que nous le fait sentir à nous, arabo-musulmans, africano-musulmans, appelle ça comme tu veux, en tout cas racisés en général. Voilà, j'étais pas bien, je me suis barré. Je crois que tu avais un avis différent et je voudrais que tu nous parles de cet avis. Putain, c'est marrant parce que je suis pas sûr d'avoir un avis différent sur la question.
Alors moi, ce dont je me souviens, après Attends, mais le podcast, il est mort, là, ouais, t'es en train de me dire que... j'ai pas une mémoire de fou sur les trucs enfin, comme ça, mais on parlait de l'identité et de la biculturalité, ou la double identité. Ça, c'est un truc dont je me souviens. Ça, c'est vrai. Après, le fait de se barrer si on se sent pas bien en France, mais limite, c'est quelque chose que j'encourage, moi. Enfin, t'es pas content en France, tu souffres, va immédiatement chercher des compétences ou des trucs comme ça pour pouvoir te barrer, te vendre ailleurs. Mais ça, je le recommande aux descendants d'immigrés, mais même aux Français tout court. Si vous pensez que le système français vous rémunère mal, est injuste et que le contrat social vous correspond pas, mais barrez-vous. Il y a pas de sujet là-dessus. Hein. Faut se casser. Et après, c'est au pays de se dire, putain, pourquoi nos jeunes talents, ils se barrent? Faut peut-être qu'on se remette en question. Mais tu vois, c'est comme une relation, quoi. Tu trouves pas ton compte, faut se barrer. Faut pas essayer de réparer les gens. Les gens se réparent quand ils en ont envie, donc la France se réparera un jour. Et si aujourd'hui tu trouves que, je sais pas c'est quoi, c'est à peu près 50% de cotises de ton salaire, si tu prends le brut patronal et compagnie, nous on est dans ces histoires, qui se barrent pour l'État, tu trouves que c'est du vol, bah bouge. Donc, effectivement, je viens de me rappeler, il s'agissait de cette histoire de biculturalité. Effectivement. Mais tu vois, c'est la preuve, et je le précise, et j'en suis fier, je prépare pas ces interviews. Ouais, au moins même si je te connais, non, mais, parce que je te connais un petit peu, et même si je ne connaissais pas la personne que j'aurais devant moi, mais je viendrai avec des questions similaires sans forcément avoir besoin je préfère qu'elle se présente et qu'elle soit dans son naturel. Et effectivement, on parlait de biculturalité. Double identité, tout ça. Double identité, et je parlais, je crois, c'était sous une vidéo avec un autre collègue où je disais qu'à un moment donné, en France, je me sentais pas chez moi, mais même quand j'allais au bled, je me sentais pas chez moi. Exactement. Tu te rappelles de ce propos? C'était ça le sujet. Et effectivement, depuis que je suis petit, c'est comme ça, tu vois, quand je vais en Algérie, je suis un gaouli. Quand je suis en France, je suis même pas un Algérien, je suis réduit à un arabe, tu vois. Et je crois c'était sur ça qu'on n'était pas d'accord. Comment tu le vivais, en fait, toi? c'était même pas qu'on n'était pas d'accord. Alors limite, peut-être qu'on n'était pas d'accord sur le fait que tu disais la biculturalité est impossible. Je sais pas ce que t'en penses concilier les deux, je disais que concilier les deux potentiellement c'est pas faisable. Enfin, voilà, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Ok, et c'est là qu'on n'était pas d'accord du coup. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que les descendants d'immigrés en France, donc franco-algériens, franco-turcs, marocains, etc., ou même franco-polonais, s'il faut. Turc que tu es d'ailleurs. Ouais. Ils ont un problème dans leur biculturalité et ils souffrent d'un trouble identitaire d'une certaine manière. Comme tu dis, je suis quoi? Je suis kaouri, je suis arabe. Du coup, où est-ce que je suis légitime et véritablement à la maison? Bah, nulle part. Tout simplement parce qu'on dit qu'on est biculturel, mais en fait, on n'a pas deux cultures, on a zéro culture. On a un vide identitaire. Et je disais que pour pouvoir être biculturel, il faut d'abord intensifier une des deux cultures. Et genre accepter de déséquilibrer le truc. Disons que t'es franco-marocain. Si tu veux véritablement être franco-marocain, à un moment donné dans ta vie, tu vas devoir soit accentuer le côté français et te sentir pleinement français. Et après, le fait de te sentir pleinement français va te donner toute la légitimité et même la sécurité émotionnelle pour explorer l'identité marocaine. Alors qu'aujourd'hui, on a des biculturels qui sont en mode « Ouais, mais je vais pas vraiment explorer le Maroc parce qu'il faut que je reste quand même un peu français. Et puis, je vais pas non plus faire le 100% français parce qu'il faut que je reste un peu marocain. » Et c'est cette insécurité culturelle et identitaire qui fait que les mecs ne sont ni français, ni marocains. Ils sont dans un trouble. J'ai deux questions là-dessus. Quels sont les critères ou comment on fait pour se considérer pleinement un des deux? Est-ce que c'est nous-mêmes face à nous-mêmes ou est-ce que c'est nous validés par le côté qu'on choisit d'explorer? Moi, je dirais toujours que dans un premier temps, c'est nous envers nous-mêmes, un discours intérieur. Parce que j'ai tendance à dire que, en gros, le monde te traite comme tu te traites intérieurement. Si intérieurement, tu ressens de l'illégitimité, tu vas voir que le monde te traite comme étant quelqu'un d'illégitime. Et tu vois, ça peut être soit un biais de confirmation, ou tu connais peut-être l'expérience de la balafre. Non. Ça te dit un truc, c'est en gros, ils prennent des mecs, c'est des cobayes, ils leur dessinent une balafre, ultra réaliste au maquillage, et ils leur disent, ouais, voilà, vous êtes dans une expérience sociale, on va voir si le mec en face vous discrimine par rapport à la balafre ou pas. Ils les emmènent faire des entretiens de recrutement. Le cobaye, il pense qu'il est en train d'arnaquer le recruteur et que le recruteur est pas au courant. Or, le recruteur, c'est un acteur payé par la recherche et tout. Juste avant de rentrer dans la salle d'entretien, la maquilleuse, elle fait, attendez, faut que je vous enlève, faut que je rectifie un truc. Elle enlève tout le maquillage. Et d'ailleurs, le recruteur, pardon, c'est pas un cobaye. C'est un gars qui subit aussi l'expérience. Et du coup, le mec n'a plus aucune balafre.
mais il croit qu'il en a une parce qu'il n'a pas eu le temps de se revoir dans le miroir, ok? Il rentre dans l'entretien, il fait son entretien, il sort de l'entretien sans balafre, mais il croit qu'il en a une, et on lui dit, ouais, vous avez été discriminé. T'as je sais plus combien de mecs qui répondent, ouais, j'ai été discriminé. Vous vous appuyez sur quoi? Il a plusieurs fois fixé ma joue, et puis il y a eu quelques remarques avec des connotations, genre, est-ce que vous avez vécu des trucs dans votre vie, machin. Moi, je pense que c'était par rapport à ma balafre, le mec se demande des choses, donc ouais, je pense que j'ai été discriminé. Donc quand tu te considères illégitime, tu vas aller chercher ces trucs de ah putain, il a vu ma balafre et il pense que je suis légitime. Il a fait ça pour ça. Alors qu'il y a des gens, par exemple, c'est juste des connards. Ils font pas un truc parce que t'es un arabe ou quoi que ce soit. Juste, c'est des connards. C'est plus fort qu'eux. Et donc quand tu te sens intérieurement légitime, ces choses-là, déjà de une, t'es prêt à les affronter et surtout t'as un rapport apaisé à l'extérieur. Donc ça veut pas dire que parce que t'as fait ce travail, d'un coup les inégalités sociales elles disparaissent. Hein. T'as quand même ton RER ou bien t'en as même pas si t'es dans le fin fond de la Creuse. On veut pas de toi, tout est fait pour que tu rentres pas, etc. Ça, c'est vrai. Il y a une grosse ségrégation sociale en France. On a un des pires pays de l'OCDE de ce niveau-là. Hein. Même notre système éducatif aggrave les inégalités plus que les corrige. C'est un truc de fou. Mais si on revient d'un point de vue identitaire, c'est d'abord toi qui dois te dire sur quoi je base ma francité. Et là, tu as plusieurs choix. Tu as ceux qui vont prendre, par exemple, des items culturels, des pratiques, du genre, je suis français car je bois du vin, je mange du fromage, j'en sais rien, je mange du porc, les plats français et compagnie, etc. Bah, moi, ça va pas être ça. Je vais baser ça sur l'aspect philosophique. J'ai grandi à l'école française, mon corpus intellectuel, il est d'abord français, après un peu plus anglophone. Donc je prétends maîtriser les codes de cette société, savoir comment me comporter dans différents milieux, avoir la mentalité. Et à partir de là, je me dis, en fait, je suis français, il n'y a plus rien à prouver. Donc toi, tu as commencé par explorer ta francité avant ta turquité, je sais pas si ça se dit. Ouais, la turcité. La turcité. Non, moi je dirais que j'ai pu explorer ma francité parce que j'avais une turcité très solide. Ok. Genre, à mes yeux, c'était incontestable. Même si j'ai pas vécu là-bas, qu'on remette en question ma turcité, c'était impensable. Parce qu'elle était vraiment très, 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 très forte et bien transmise par ma famille. Donc je me disais, maintenant que je suis turc, on va voir qu'est-ce qu'on peut ajouter en plus, tu vois. Ah, français, c'est cool. J'avais pas d'opposition. Et puis il faut se dire un truc aussi. Ah d'ailleurs, c'est ça le sujet. Et c'est pour ça que c'est un Turc qui te dit ça. C'est ce qui empêche les Maghrébins, en tout cas, ou bien même d'autres pays d'Afrique subsaharienne, mais qui ont été colonisés, en tout cas. Il faut que ce soit une ex-colonie ou un pays avec un passé violent vis-à-vis de la France. Là, c'est compliqué. Hein. Parce que ton identité numéro 1, l'identité immigrée, on va dire, à l'intérieur d'elle-même, elle a une anti-francité. C'est inclus en option directe à l'achat, tu vois, c'est gratuit. T'es algérien, toi, il me semble. Ouais. De base, c'est compliqué d'être avec la francité et tout, c'est un rapport d'opposition. Donc c'est très compliqué pour toi, en ton sein, de réconcilier cette opposition géopolitique et historique chez un individu. Alors que moi, je n'ai pas du tout cette opposition. Nos pays se sont fait la guerre, mais comme n'importe qui dans le monde. Au contraire, si je vais dans l'histoire, je peux trouver des grosses alliances entre l'Empire ottoman, François Ier. C'est la seule alliance musulmano-chrétienne qui existe. On a sauvé le roi de France, tu vois, sans nous, il y aurait plus. Tu vois, tu peux dire des trucs comme ça. Donc il y a Atatürk s'inspire énormément de Robespierre. Il y a beaucoup de liens et de featuring historiques qui me permettent de dire, en fait, on peut être les deux. Mais pour un descendant d'immigrés ou un descendant d'ex-colonie, c'est très chaud. C'est très chaud parce que l'un et l'autre, ça se mélange pas facilement. C'est un paradigme différent. Du coup, est-ce que tu penses que malgré tout, il y a une possibilité, parce que j'en connais plein, des Algériens, Marocains, Tunisiens, Sénégalais qui ont décidé d'explorer pleinement leur francité et qui ont même choisi leur francité, je dirais pas au détriment, mais presque de leur autre origine. Est-ce que tu penses que ils ont résolu forcément le conflit intérieur qui est afférent à l'ex-colonie ou pas du tout? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils pourraient être d'accord avec toi, tu vois? Je pense que ceux qui choisissent un camp n'ont pas résolu le truc. Parce qu'en fait, il faut transcender. En gros, tu vois, il y a une polarité. Franco-algérien, c'est le meilleur exemple. Parce que encore aujourd'hui, il y a des tensions, des postures géopolitiques et tout. Si tu choisis que d'être algérien, du coup, tu finis anti-français. Et si tu fais que le français, t'es un petit peu anti-algérien. T'es un traître. T'es un peu un traître. Ouais. Du coup, le truc, c'est de transcender ça et de tout baser sur son individualité, en fait. Et de dire, je suis issu d'une histoire qui est contradictoire. Elle est ce qu'elle est. Je l'accepte. Genre, t'es pas obligé d'avoir
Le sujet, c'est de faire cohabiter des contradictions en étant apaisé. C'est pas de forcément les résoudre. C'est de dire, par exemple, lorsque j'accepte d'être franco-algérien, en plus en étant ethniquement algérien, tu vois, genre sans algérien et tout à la base, bah, il faut que je me fasse à l'idée que cette nation que j'intègre, qui est la France, a fait du mal, a tué, potentiellement violé, humilié mes ancêtres. Très difficile. C'est pour ça que c'est plus facile d'être turc. Bah alors, du coup, c'est cool, parce qu'on en revient à toi, on fait le lien. Est-ce que, et je pense que oui, mais je vais te laisser répondre quand même, est-ce que le fait d'avoir eu cette solidité dans ton identité turque, Ouais. te permettant d'explorer pleinement ta francité, t'a permis de briser des plafonds de verre lors de ton élévation sociale, ou est-ce que tu te considères comme t'étant élevé socialement par rapport à ta famille, etc. Je te laisse vraiment dérouler de manière libre. Franchement, oui. Parce que quand tu as une première identité qui est solide, et que ton rapport à ton identité numéro 2, donc la France, il devient apaisé, tu as cette facilité à prospérer dans la société française. C'est marrant de dire ça, parce que là, j'utilise un discours non violent, alors que je parle tout le temps de guerre et de briser des barrières et tout, ça c'est un autre sujet, mais genre tu te vois évoluer sans forcément que ton identité devienne un obstacle infranchissable. Je sais que c'est un obstacle. Il y a des identités qui sont plus fluides. Tu vois, t'es franco-allemand, c'est plus bankable que franco-turc. Franco-turc, c'est quand même le mec qui a fait peur à l'Europe pendant des siècles. Il y a des livres d'histoire qui expliquaient que les Turcs, c'était des sauvages qui buvaient du sang, qui savaient faire rien d'autre à part tuer des gens, raser des villages. Donc il y a une turcophobie latente dont les gens sont très peu conscients, mais qui est partie intégrante de l'Europe en tant que telle. Donc je sais que je marche sur ces pas-là, mais je me sens pas en tout cas condamné ou dans une impasse. Je me dis juste, tu sais, dans Koh-Lanta, il y a une épreuve où ils courent, et il y a des poids dans leur sac à dos. Il y en a qui ont 20 kilos, il y en a qui ont 12 kilos. Je me dis, ouais, j'ai peut-être 20 kilos comparé à 12, mais je vais juste courir plus vite. Je vais avoir des quadriceps plus musclés. Ça me paraît pas être infranchissable. Tandis que dans mes potes de descendance maghrébine, j'observe vraiment un côté presque fataliste en mode, vu tout ce qui s'est passé, C'est mort. c'est mort, le futur, il est condamné. Ils ont un truc un peu plus fataliste que moi. T'as fait Sciences Po. Ouais. Tu peux nous parler un peu de Sciences Po et de ce que tu y as vécu et de ce que ça t'a apporté? Alors, ce que j'y ai vécu, d'abord, c'est plusieurs chocs. Moi, à l'époque, je parlais de gifles. J'appelais ça des gifles de réalité. Le premier truc, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, hein, je m'en rends compte vraiment rétrospectivement. Tu comprends que t'es pauvre. Sans déconner, tu comprends que t'es un putain de pauvre. Tu viens d'où, à la base? En ville. Ouais, t'as Noisy-le-Sec, Bondy. Ouais, tu Enfin, Seine-Saint-Denis. Ouais, Seine-Saint-Denis, ok. J'avais pas l'impression d'être pauvre. Hein. Moi, j'avais l'impression d'être bien. Je voyais les pauvres. Il y avait des pauvres dans nos collèges, dans nos lycées, etc. À côté, je me sentais bourgeois, tu vois. Déjà, moi, j'avais une maison individuelle. Compare ça au HLM, etc. Moi, j'étais la petite bourgeoisie de banlieue, tu vois. Chacun sa bourgeoisie. Et tu rentres à Sciences Po, le mec, une fille, on était en train de la questionner avec mon pote Gréazi, un frère d'armes de toujours. Ouais, tes parents, ils gagnent combien? Nous, on se comportait un peu comme des ethnologues, tu vois. On voyait quelqu'un, on essayait de comprendre c'est quoi comment il fonctionne son cerveau, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi sa réalité. Tes parents, ils gagnent combien? Je sais plus exactement les sommes, mais globalement, ça tombait, c'était un truc en mode 12 000 son père, 6 000 sa mère. Ils avaient 18 000 euros mensuels. Et enfin, quand t'es enfant d'immigré, t'es un peu impliqué dans les impôts et tout, donc tu sais combien tes parents gagnent. Ils faisaient dans les 18 500 annuels. 180 000 du coup annuel? Eux, Ouais. annuels. Et, tes parents? Ouais, je t'ai dit. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Ok. Ils gagnent en mensuel, ce que mon père, il faisait en annuel. Et la meuf, elle est fille unique. Voilà, ils ont pas... Donc tu dis, ah ok, ouais, 18 000, ouais, c'est bien. Tu t'attends pas à ça. Moi, je m'attends à ce qu'ils me disent, ouais, 3 000 euros. Déjà, je me dis, 3 000 euros, t'es blindé. Ah ouais, 18 000 euros à deux. J'ai compris qu'il y avait des niveaux de salaire, de rémunération. J'aurais pas imaginé qu'on y arrivait aussi vite. Tu vois, pour moi, c'était juste les méga gros patrons qui gagnaient ça. Tu vois, c'était Bernard Arnault. Donc, grosse claque de réalité là-dessus. Déjà, de un, t'es pauvre financièrement. Après, tu comprends que t'es pauvre d'un point de vue social. En tout cas, moi, j'ai compris que j'étais pauvre d'un point de vue social. C'est fou à quel point
même si tes camarades, certes, ils travaillent, tu vois, ils ont été un petit peu portés par le confort de leur famille et tout, très bien, mais c'est pas non plus tout le monde qui va faire Sciences Po parmi les enfants de riches. Donc, ok, ils ont un mérite à être venus à Sciences Po. Maintenant, quand il faut chercher un stage, les gens, ils ont des oncles. Là, je te parle même plus de leur père. Ils ont des oncles. Ils ont des grands cousins qui ont 35 ans quand toi, t'en as 18. Donc, allô, tac, tac, tac. À part ma grande sœur, je crois qu'il n'y a personne dans ma famille qui a fait un master. Et quand je te dis ma famille, je remonte juste à mon grand-père, et à partir de mon grand-père, on est à peu près 150. En cousins, etc. Tu veux que j'appelle qui ? Ils ont des garages, ils sont tous en Allemagne, on est la seule branche de ma famille en France, et la communauté turque, c'est pas la communauté la plus influente à la défense, quoi. Ça, c'est si tu veux ouvrir un resto, des trucs comme ça, mais tu veux un stage à la BNP, faut pas être turc. Donc tu comprends que tes bras, ils sont pas longs du tout. Il va falloir les faire pousser. Tu comprends que t'as pas forcément des codes qui sont considérés comme étant légitimes. Toi, ta façon de parler, elle est drôle. Moi, je faisais rire, sans faire exprès. Pourquoi t'avais le langage banlieusard? Ouais, j'avais un phrasé, à base de punchline, à base de trucs un peu extrêmes. On aime bien, tu vois, les métaphores, les analogies un peu extrêmes et tout. Ou le fait de donner des étiquettes aux gens. Alors, je sais pas, un jour, quelqu'un arrive avec une Air Max trouée. Chez nous, ça va l'appeler Air Max pour l'éternité. Tu vois, Air Max, ça va. Et donc, je faisais ça à Sciences Po. Moi, c'était mon mode de fonctionnement naturel. En cours, je faisais des remarques qui, moi, me semblaient intelligentes, etc. Mais en fait, la forme me trahissait beaucoup. Je fais une remarque, tout le monde rigole. Bon, je veux bien être drôle, mais quand j'ai envie d'être drôle. Et là, je comprends que, putain, je maîtrise pas le logiciel, en fait. J'appuie à des boutons. Au lieu de... Enfin, moi, je crois appuyer sur le bouton remarque intelligente. Eux, ça leur déclenche le bouton blague marrante. Je me dis, ok, donc t'as pas les codes là, va falloir la fermer un petit peu et observer. Donc, je suis un peu rentré en moi. Qu'est-ce que tu comprends d'autre? C'est tellement violent et tellement riche d'enseignements, je sais même pas où aller. Est-ce que ça t'a permis de briser un plafond de verre, de passer à Sciences Po, du coup? Bah ouais, grave. Bien sûr. Ça m'a permis de faire ce que je veux, en fait, aujourd'hui. En tant que formateur, là, j'ai pas besoin de passer 25 entretiens pour montrer que je suis sérieux intellectuellement. J'ai fait Sciences Po. Tu postules quelque part, tu fais partie des 4-5 écoles que certaines boîtes acceptent. T'as fait Sciences Po. Aujourd'hui, j'écris sur LinkedIn à quelqu'un pour X raison, va voir mon profil, il a fait Sciences Po. Donc c'est un espèce de tampon VIP, j'ai l'impression, qui te permet d'accéder plus facilement à certaines ressources. Donc ouais, forcément, ça m'a permis de briser des plafonds à fond. Mais après, c'est drôle parce que les plafonds se succèdent. Donc c'est pas parce que moi j'ai fait Sciences Po que j'en ai plus. Tu vois, en gros, c'est comme si j'ai dépassé les plafonds du Ahmed 93 parce que je suis devenu Ahmed Sciences Po. Mais maintenant, Ahmed Sciences Po a ses propres plafonds qui peut ou pas briser. C'est intéressant. Avant de venir à tes propres plafonds, c'est quand la première fois, s'il y en a eu une, que tu as connu le racisme dans ta vie? Le racisme dans ma vie. Racisme, classisme, tout ce qui est en isme et qui fait référence à la discrimination. Ok. C'est compliqué parce que c'est rarement explicite. Genre, aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a sûrement des gens qui m'ont refusé ou, par exemple, moi, j'ai fait une année de césure entre mon Master 1 et mon Master 2. J'ai fait 1 an de stage. J'ai dû envoyer facile 200, 250 CV pour avoir 2 stages. C'était pas le cas de mes camarades, tu vois. Je me souviens de plusieurs anecdotes où, quand même, moi, en étant étudiant, j'ai monté une association qui a réussi. J'ai fait plein de trucs, en fait. Je me sortais vraiment les doigts pour me démarquer. Et d'autres camarades qui ne se contentaient, entre guillemets, que d'être étudiants, mais s'appelaient peut-être Pierre-Paul Jacques. On postule à la même boîte. J'ai pas de réponse ou j'ai un mail automatique. Il a un entretien de recrutement. Si c'était vraiment CV contre CV, j'ai la prétention de dire que le mien était beaucoup plus lourd. Tu vois, mais en même temps, moi, j'avais des cernes et pas lui. C'était normal. Mais moi, je faisais tout ça pour être au niveau de ce gars qui ne fait rien. J'avais même accepté la réalité que c'était plus facile pour certains par rapport à moi. Pour ça, je faisais des efforts et tu te rends compte que malgré ça, quand tu fais ton propre test, t'envoies le truc, mail automatique, entretien mercredi prochain.
Va savoir. Est-ce que c'est le code postal 93? Est-ce que c'est ton prénom? Est-ce que c'est parce que dans ton mail, toi, t'as pas su mettre les formes, mais lui, comme c'est son père qui a écrit avec lui, il a peut-être fait un truc qui est meilleur que toi à l'arrivée? Je sais pas trop. Parce que toutes ces discriminations-là, elles sont soit structurelles, et du coup, il n'y a pas un individu qui vient te dire va te faire foutre, rentre chez toi, sale banlieusard de merde. Mais je trouve que le fait que le RER, il n'y en ait plus tellement après 22 heures, c'est ce que ça veut dire. L'institution me dit va te faire foutre et rentre chez toi. La balade, c'est terminé. L'heure de la promenade, c'est terminé. On retourne à la niche tranquillement. C'est compliqué, les autres ils deviennent copains. Tu te fais des copains dans les soirées. C'était impossible vis-à-vis de mes parents de dormir chez les gens, et c'était impossible vis-à-vis de la RATP de rentrer chez moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu fréquentes pas les gens, et ça te discrimine. Sinon, d'un point de vue explicite, j'ai plus le souvenir d'interactions antiracistes. Ok. De gens qui te voient comme descendants d'immigrés qui bossent sérieusement et qui te prennent sous leur aile. C'est des bons Français, entre guillemets, qui sont placés et tout, et tranquilles, ils te doivent que dalle. Mais ils voient tes efforts et ils te disent, ok, toi, on va te faire monter parce que tu mérites, t'es un bon. Moi, c'est plus ça que je retiens. Ok. Donc, j'ai l'impression quand même que malgré ce que tu as pu vivre, tu as conscience des réalités, tu es hyper conscient de tes réalités, tu apprends hyper vite dès ta première année d'études. J'ai l'impression que ça va pas être la même chose que quand tu étais au lycée Honoré de Balzac à Bondy, par exemple. Et tu comprends ça, tu as conscience de ça, et malgré tout, en tout cas, dans comment tu en parles, j'ai l'impression que tu en es finalement détaché. Et que l'acceptation, c'est l'acceptation finalement qui t'a permis de briser le plafond de verre. C'est pas tant oui, ok, Sciences Po. Mais au départ, c'est l'acceptation du fait que t'es différent, que tu seras vu différemment et que tu devras faire 2 fois plus parce que t'es différent et perçu comme différent, qui t'a permis de briser le plafond de verre. Est-ce que tu confirmes ou pas? Ouais, ça part de l'acceptation. Ça part de l'acceptation, mais il y a aussi beaucoup de, je sais pas, appelle ça transformation ou mutation presque. Parce que c'est pas genre j'ai accepté et j'ai gardé mon accent de banlieue et mon phrasé et les portes sont ouvertes à moi parce que j'ai accepté. J'ai accepté et après je me suis dit voilà ce qu'il me reste à faire si j'ai envie de jouer le jeu, si j'ai envie de casser ces portes. En fait, tu fabriques ta clé. Et tu vois bien que là, mon phrasé, il est très différent. Et que ce phrasé-là, il ouvre des portes. J'ai renforcé ma culture générale. Il y a des discussions, je suis pas perdu. Je maîtrise ce qui se passe. J'ai pas tout lu. Moi, c'est pas ces trucs qui m'intéressent pas. Parfois, tu sais, accumuler les lectures de philosophes et tout, ça m'intéresse pas. Mais je sais de quel courant on parle. J'ai un avis, je peux me positionner. Si j'ai envie, je peux ajouter mon grain de sel. Donc, je me suis armé pour dépasser ces trucs-là. Donc, l'acceptation, pour moi, a ouvert la voie à l'action. C'est OK, maintenant que tout ça, je l'ai pas, voilà mes manques. Je me pose sincèrement la question, est-ce que j'ai envie de m'équiper de sorte à pouvoir y accéder? Si la réponse est oui, bah agis. Okay. Si la réponse est non, assume. Exactement. Ok. Donc moi j'ai participé à une de tes formations, à ta formation phare, vachement enrichissante, comme je l'ai dit déjà au début du podcast. Quand je parle avec toi, j'ai l'impression quand même que tu as ce truc de j'oublie pas d'où je viens et je veux rendre ce que j'ai pu aller chercher là où les miens ne sont pas. Je te donne vraiment une impression. Ouais, vas-y. Okay, c'est peut-être pas du tout ça, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et que j'ai interprété parce que moi-même j'ai ce prisme-là. Mais j'ai l'impression que tu veux rendre, en tout cas tu veux transmettre en ce sens. Mais quand je suis venu, en vérité, j'ai regardé, il y avait un Sofiane, il y avait moi, de mémoire, hein, et il y avait un autre qui est pas venu finalement. Un autre rebeu qui devait venir mais qui est pas venu. Et sinon, finalement, il y avait que des blancs. On avait Edouard, ouais. Cadre. Ouais. Tu vois. Franchement, que j'ai trouvé grave cool. Pour être honnête, tu vois, genre, j'ai grave accroché avec certains d'entre eux. J'ai trouvé ça. Tu sais, à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, tu nous as fait monter en débat. Et moi, je devais défendre. Il y avait un truc franco-algérien. Ah, ok. T'étais contre l'immigration, non? C'est pas l'immigration? J'étais pour. Non, j'étais pas contre l'immigration. Je t'avais mis en reconquête, non? Un truc comme ça? Un truc, ouais, du style où en gros le gars en face de moi il était contre l'immigration et moi j'étais en mode je défendais le fait que je sais pas comment je m'y suis pris mais dans mon argumentaire c'était en mode c'est vous qui nous avez ramenés en France ok. Et maintenant vous voulez nous mettre dehors, c'est pas normal. Et
enfoiré, tu m'as mis dans une situation où, en fait, ça venait de chez moi. Ça venait intérieurement, c'était quelque chose que je vivais. Une vraie colère, tu vois. Ouais. Et je suis parti et j'ai commencé à, je sais pas si, en tout cas, bon, c'était une certaine violence quand même, tu vois, la manière dont je m'exprimais. Et même si le cadre dans lequel on était et le fait qu'on apprenait des choses, je crois que c'était le deuxième jour, il me semble, de mémoire, le cadre dans lequel on était et ce qu'on apprenait m'a permis de maintenir quand même mon niveau de langage de manière adaptée à où est-ce qu'on était. Ma colère quand même, elle était profonde et elle venait plutôt de là d'où je viens, tu vois. Et pourquoi je te dis ça? Je te disais dans le sens où là c'était quand même, tu vois, genre, même si je sens ce truc-là de vouloir rendre, finalement les gens que t'attires, ils correspondent un peu à l'image que tu donnes. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça déjà? Est-ce que je dis vrai? Est-ce que je dis faux? Est-ce que tu t'en tapes complètement et que t'as juste envie de tu dis vrai. Enfin, j'ai pas la mission de me dire je vais rassembler les rebeux de France et leur donner des armes. Vraiment, ça m'intéresse pas tellement parce qu'il y a vraiment à boire et à manger partout. Enfin, je pense que toi aussi, tu as beaucoup de critiques sur la communauté maghrébine, etc. en France. On a beaucoup de critiques sur les Français. J'ai beaucoup de critiques sur les vieux, sur les jeunes, sur les riches, sur les pauvres. J'ai des critiques sur tout le monde. Tout comme je vois des bons côtés chez tout le monde aussi. Donc en fait, faut rester ouvert. Moi, mon truc, même d'un point de vue marketing, c'était compliqué de trouver son persona, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. J'attire tous ces gens-là et je veux continuer à travailler avec cette pluralité de profils parce qu'en fait, au final, ils viennent tous chercher une chose, c'est de la légitimité et de l'efficacité dans leurs paroles. Par exemple, on peut pas dévoiler, je veux dire qu'il y a un peu un secret professionnel, je peux pas parler des problèmes que certains clients ont rencontrés. Mais, ok, le maghrébin type, il vient ici, dans ma formation, et très souvent, le maghrébin est de banlieue, donc il a le truc racial, social mélangé. Il est monté dans la boîte grâce à ses efforts ou ses études, etc. Et à un moment donné, ça bloque parce qu'il rentre dans ce qui lui semble être une terre hostile d'un point de vue culturel. Il se sent pas bien, il se sent pas légitime. Et donc, premier peut-être plafond de verre qu'il rencontre. Son plafond. On travaille sur sa propre légitimité, on travaille sur comment passer des messages clés sans être barbant, mais vraiment en dégageant une énergie d'exécutif qui est là, qui pèse dans le game. Et donc le premier bloc de travailler sur sa propre légitimité, c'est toujours tu seras légitime aux yeux des autres que si tu arrives à être légitime à tes propres yeux. Alors que les gens, souvent la raison pour laquelle ils viennent me voir, c'est pour prouver aux gens que. Je veux montrer aux gens que. Et en fait, tu ne pourras montrer aux gens que si chez toi, c'est déjà apaisé. Mais utiliser les autres comme un remède ou une béquille pour une posture que tu es incapable d'adopter en autonomie, c'est malsain et c'est inutile. C'est comme quelqu'un qui se sent moche et qui fait tout pour avoir des compliments. Personne complimente cette personne. Les gens qui font la chasse aux compliments, on les complimente pas. Mais si le mec, tu sens qu'il se sent frais, tranquille, il a rien à prouver, tu vas lui dire « Ah, belle chemise, ah, belle barbe, j'en sais rien. » Pareil dans la vente. Si ton carnet de commandes, il est rempli, les clients, ils achètent, tu comprends pas pourquoi, mais parce qu'ils ressentent cette énergie de non-dépendance. Alors que si ton carnet de commandes, il est vide, que tu es dans le rouge, ils achètent pas. Parce qu'ils sentent que tu es dans une énergie de manque. Donc moi, c'est ça le truc que je fais avec les Maghrébins, ça va être « Allez, on remplit la légitimité, d'où est-ce que ça vient ?» Et après, avec les clients qui sont cadres exécutifs, en fait, ils ont les mêmes problèmes. Mais tu remarqueras qu'eux, ils les rencontrent un peu plus tard dans leur vie. Tu vois, le maghrébin, je sais pas, on va dire que c'est vers les 40 ans, l'autre, c'est vers les 55 ans. Mais toute personne qui vise l'excellence et qui veut accélérer sa trajectoire, s'élever plus que ce qui était scripté à sa naissance, doit passer par ce travail personnel-là et s'équiper d'outils supplémentaires en persuasion. Donc, ils finissent tous chez Cratéo. J'aime bien. Ils finissent tous chez Cratéo. Peut-être qu'il y en a encore plus. Inch'Allah, je te le souhaite. En tout cas, qu'ils finiront tous chez Cratéo. C'est bien parce que, du coup, dans ce podcast, on aborde le plafond de verre. On aborde ton identité, comment tu te sens par rapport à cette identité. Et forcément, on aborde ma spécialité qui est le personal branding. T'as parlé de marketing, donc c'est cool. Et je vais faire le lien parce que dans personal branding, il y a personnel, comme j'aime le répéter, et dans ce personnel-là, on en a parlé, t'es turc, qui plus avec une identité turque solide, je suppose que t'es bilingue, que comme beaucoup d'enfants d'immigrés,
Sauf moi, bizarrement, tu as dû gérer l'administratif de tes parents, leur faire la traduction assez peut-être régulièrement, t'occuper des choses que eux ne peuvent pas maîtriser pour plein de raisons différentes, et notamment parce qu'ils sont pas français et qu'ils sont peut-être pas à l'aise avec ça, tu vois. Là, vraiment, je schématise de ce que je connais moi-même. Et donc, tu arrives, tu prends de la francité, on va dire, Sciences Po, tu prends des codes de la haute, parce que Sciences Po, ça reste la haute, on va pas se mentir. Quand tu me parles de 18 000 euros, moi, je vois très bien je vois très bien où est-ce qu'ils sont, ces personnes-là, tu vois, et comment ils sont élevés, et notamment les enfants de personnes qui gagnent, de foyers qui sont à 20 000, 25 000 euros, 30 000 euros, tu vois. Est-ce que aujourd'hui, l'image que tu renvoies sur les réseaux sociaux, tu tends à la façonner d'une manière ou d'une autre, en prenant un côté ou un autre? Comment tu fais aujourd'hui pour te positionner sur les réseaux sociaux en vertu de toute cette complexité que tu as pu rencontrer dans ton parcours et qui t'a façonné toi aussi aujourd'hui? Je sais pas. T'en fous? Un peu. Je devrais peut-être moins m'en foutre pour être plus efficace, mais le truc qu'on a trouvé, c'est de dire ce que j'ai sur le cœur et ce que je pense que les gens doivent entendre. Sur le fait que la prise de parole, c'est pas quelque chose qu'on laisse au hasard, que même si on est bon, il faut chercher à devenir excellent, que si on est timide, c'est pas une fatalité, que la prise de parole, c'est surtout une ressource de pouvoir, blablabla, que c'est le discours face aux autres, c'est aussi le discours face à soi-même. Tout un tas de choses que les gens doivent réaliser pour passer à l'action. Et après, mon but derrière, c'est qu'ils passent à l'action avec moi ou pas, mais il faut qu'ils l'entendent. Donc, tu as décidé d'être toi-même, finalement. Ouais. Et de dire ce que tu penses. Ouais. Et en plus, dans les identités dont on parle, d'ailleurs, ça, c'est un énorme angle mort qui fait que souvent les biculturels, ils n'arrivent pas à sortir du truc. C'est que on a notre identité de nos parents, entre guillemets, l'identité de la France, mais on est aussi en partie américain. Pourquoi? Parce qu'on est en France. Et donc, la francité, surtout quand tu viens de banlieue et tout, inclut forcément un module d'américanité à l'intérieur. Donc, il faut prendre tout ça en équation. Moi, j'ai fait une année là-bas, donc ça m'a aussi un petit peu mis un coup de boost là-dessus. Non, par contre, je vois pas du tout pourquoi je t'en parlais. On parlait de ton personal branding, finalement. On parlait de ton identité, du fait que tu dis ce que tu penses. Ouais, et en vrai, je prends pas forcément tout ça en considération en me disant je vais me placer, aujourd'hui je suis dans mon axe français, aujourd'hui je suis dans mon axe turc, aujourd'hui je suis franco-turc. En fait, je suis Ahmet. C'est ça qui transcende tout. C'est que je suis une individualité. Je suis pas un porte-étendard ni de ma classe sociale, ni de mon origine. À la limite, porte-étendard de mes idées, tant que je les pense. Parce que même elles, demain, changent d'avis. Au revoir. Et justement, je trouve que toujours dans l'axe un peu personal branding, marketing, tu portes un message, en tout cas, tu as un message qui est vraiment très orienté guerre. Ouais, très martial. C'est très martial. Tu vois, c'est la guerre. Ouais. Tu peux m'expliquer un peu pourquoi et d'où ça te vient? Est-ce que c'est une vraie vision que tu as de la société et de comment tu dois opérer dans cette société? Est-ce que c'est du marketing? Tu vois? M'en dire plus là-dessus, s'il te plaît. Ça c'est marrant parce que c'est peut-être le côté le plus personal branding que j'ai, dans le sens où j'aborde vraiment le monde avec cette vision-là de la guerre. Parce que déjà, de un, ça me permet de m'extraire du bullshit et de ce qui n'est pas important. Tu vois, je considère vraiment l'art de la guerre ou l'art militaire comme on n'a pas le temps de s'intéresser au bruit et on n'écoute que les signaux importants. Donc quand tu abordes ça, il y a tout de suite une notion d'efficacité que moi j'adore, qui devient centrale. Et après, la guerre, c'est aussi de se dire, faut que tu te bouges, sinon tu meurs. En fait, t'es pas dans le monde des bisounours. Et les gens pensent trop souvent qu'on est soit dans le monde des bisounours, soit que c'est le jouet d'avance et qu'on est condamné à se faire défoncer. Alors quand t'as un langage qui est martial, guerrier, on va s'armer, on va triompher, on va renverser la situation, emporter des batailles. Il y a aussi le fait de quand tu persuades, etc. Mine de rien, t'as un côté où tu vends tes idées, tu vends un truc. Et t'as vu le monde commercial aussi, il parle beaucoup de conquérir un marché. Donc moi, c'est ça qui me parle beaucoup parce que si aujourd'hui, t'es pas conscient qu'il y a une forme de guerre sociale, il y a moyen que tu finisses trop faible et que tu perdes la guerre, que tu te fasses décimer. Ça me permet aussi de mettre au centre du débat la notion de force. Moi, je trouve qu'on est dans une société où la notion de force est trop taboue, trop stigmatisée. Rapport de force? Ou la notion force en général? La notion de force. Et je vais même te dire la notion d'autorité.
D'ailleurs, moi, à chaque fois dans mes conférences, j'introduis cette notion, autorité. Je sais à 95% qu'il y a quelqu'un qui va dire « Oui, mais autorité, est-ce qu'on risque pas d'être autoritaire ?» T'as personne qui vient te dire oui, mais être gentil, est-ce qu'on risque pas d'être une grosse victime ?» Gentil, c'est devenu une vertu. C'est un truc... gentil, c'est une vertu. Mais en fait, aujourd'hui, on est dans une faiblesse qui se maquille en gentillesse et qui essaie de se faire passer pour une vertu. Alors que moi, j'ai envie que les gens ils aient le fameux équilibre, chaleur et surtout autorité. Et autorité, c'est important parce que ça commence par le respect de soi, la légitimité, l'amour propre, l'estime de soi. Et du coup, cette autorisation à se dire oui à l'intérieur et donc le droit de dire non à l'extérieur, à se fixer des limites et donc à mener sa vie comme on l'entend. Je trouve que les gens sont pas du tout armés psychologiquement pour ça. Ni en termes de rhétorique, mais surtout en termes de psychologie, les gens ne se sentent pas légitimes de décider. En France en particulier? Ouais, moi je connais la France. En France, c'est sûr. En France, on dit oui. Hier, on parlait justement, tu sais, du fait des... Quand tu protestes, quand t'es dans la rue, Ouais. et que tu protestes, c'est avant tout un signe de ton impuissance, c'est ce que tu disais. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le sujet? Parce que j'ai trouvé ça vachement intéressant comme approche, de se dire que finalement, quand t'as de la force, assez de force, tu trouves un moyen pour partir. Donc, parle-moi de cette forme d'impuissance, tu vois, justement, qui est à l'inverse de la force. Moi, je trouve que les manifestations politiques, elles s'inscrivent dans un rapport, tu connais le triangle de Karpman? Bien sûr. Victime, sauveur, l'autre c'est quoi? Bourreau. Bourreau. Et en fait, les manifestations, c'est rempli de gens qui sont en position de victime. Sauvez-nous, sauvez-nous, arrêtez de nous frapper, ou arrêtez de nous oppresser par telle loi, vite, vite, mettez cette réforme, etc., etc. En vrai, quand dans l'histoire, est-ce qu'on a eu une manif, et après le président il s'est dit ah non, franchement, ouais, j'avoue, le slogan, pas mal, j'ai changé d'avis. Pas mal la tagline. C'est jamais arrivé. C'est un rapport de force. Les manifestations, quand est-ce qu'elles sont prises au sérieux? Quand t'as des tractopelles qui ouvrent les portes d'un ministère. Quand t'as Bonnet Noir qui met des gauches-droites à un CRS, c'est très chaud, Bonnet Noir. Hein. Un Roumain, je crois, il me semble, un Rome. Je crois il s'appelle Christophe Détinger, le mec. Hein. Ah ouais? Ouais, grosse dédicace à lui, gauche-droite, très très propre, la boxe. Attends, il est face à 16 CRS, il les maintient que par des jabs et tout. Impressionnant. Et quand on a ce genre d'image, quand il y a des tractopelles qui ouvrent des portes de ministère, quand Brigitte Macron, elle visite le bunker de l'Élysée, quand il y a des hélicoptères qui tournent sur les lieux de pouvoir, là, c'est intéressant. Mais du coup, moi, je trouve que, par exemple, manifester, c'est un truc de victime. Désolé, mais imposer un rapport de force avec un peu plus de violence, ça, c'est faire preuve d'autorité populaire. Et moi, j'ai aucune peur de dire ça. On est dans un pays où on a pris les rois, on leur a dit, bon, maintenant, tu vas te mettre à genoux et il y a un truc qui va tomber, après, c'est fini pour toi. On n'est pas anglais. C'est pas de royauté. Enfin, on respecte moins la royauté. En tout cas, on n'a pas le choix. En France, surtout, il faut vraiment s'habituer à cette notion de force qu'on a perdue parce qu'on n'est pas dans un pays, comment on pourrait dire ça, conciliant. Celui qui a la force respecte la force en France. On a moins de clémence, j'ai l'impression. C'est un pays beaucoup plus prédateur que ce qu'on croit, tu vois, dans la culture, en vrai. Et je te parle de l'État, du pouvoir vers son peuple. Et du coup, plus l'inverse maintenant. Plus l'inverse, c'est-à-dire. L'inverse n'est plus valable. Le peuple, il est pas aussi fort. Bah non. Non, mais là, c'est trop. Là, faut faire 4 épisodes. Les gilets jaunes n'ont pas choisi, quoi. N'ont pas choisi. N'ont pas changé quoi que ce soit. Ils n'ont rien changé. Ils ont rien changé du tout. Parce qu'ils sont totalement démunis. Ils ont rien. Ils ont que. Enfin, en fait, les gilets jaunes, il y a combien de prisonniers, combien de procédures administratives, combien d'œils arrachés, ouais. Combien de mains. À un moment donné. Ils peuvent pas. Les mecs, ils ont tenu, je crois que ça a fait 50 manifestations, 50 semaines, 50 montées sur Paris. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il y ait le Covid. Après, le mec, il a réussi à tout faire oublier. Mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Si tu as un conseil là aujourd'hui, ouais. Avec tout ton background, tout ce que tu sais, pour permettre aux auditeurs ou aux viewers sur YouTube de briser leur plafond de verre, le principal plafond de verre aujourd'hui qu'ils rencontrent. En étant plus puissant. Et là, ça peut être plusieurs choses. Et le mieux, c'est de faire tout ça en même temps. Plus de compétences,
plus de persuasion. Donc la compétence, je te parle de hard skill, le truc, genre t'es un développeur trop fort. Plus de persuasion dans ta capacité à valoriser cette compétence, plus de capital social pour avoir plus de soutien dans ta démarche, et plus de capital financier. En vrai, pour moi, c'est les leviers du pouvoir. Et en fait, quand tu arrives à accumuler un maximum de ça, tu peux péter tes plafonds au fur et à mesure. La recette, c'est juste de faire en sorte de toujours augmenter ces capitaux-là. Est-ce que tu penses que les plafonds de verre les plus durs à briser, c'est les plafonds de verre structurels de la société ou les plafonds de verre qu'on s'impose nous-mêmes avec notre dialogue intérieur ou avec nos croyances limitantes Franchement, c'est clairement ce qu'on s'impose à nous-mêmes. Donc là, je te dis pas, faut pas prendre la caricature de mon plafond de verre, c'est que je suis pas encore milliardaire. Tu vois, je te parle pas de ça. Nous, on parle vraiment des choses qui bloquent et ralentissent notre progression. C'est le mental. C'est le plus dur parce que péter un plafond de verre extérieur, matériel, bah c'est simple. Tu te dis par exemple, ok, je sais rien. Tu veux bosser chez Goldman Sachs, t'as remarqué que les RH, ils recrutaient personne qui n'habite pas dans le 16e et qui n'avait pas fait HEC. Grosse connerie, mais tu te dis, ok, rétro-planning, qu'est-ce que je dois faire pour immédiatement pouvoir faire HEC le plus vite possible et habiter dans le 16e? Il y a un plan. On arrive à avoir de la clarté. Mais vis-à-vis de soi, on est aveugle. Donc c'est des barrières mentales que peut-être on ne voit même pas, mais qui pourtant s'exercent sur nous. Et qui, quand bien même on veut les travailler, on n'a pas le bon angle. Tu vois, par exemple, là tu vois cette table. Pour améliorer, remettre de pied cette table, sur pied cette table, il faut qu'on se place en dessous de la table. Mais tu peux pas être à la fois assis au-dessus et être en dessous. Donc tu peux pas à la fois être toi-même et sortir de toi-même pour travailler sur toi, etc., etc. Ça marche pas comme ça. Faut toujours un œil extérieur et quelque chose qui te fait avancer en faisant ping-pong. Au regard de ça, au-delà d'être formateur, j'ai l'impression qu'il y a un peu une dimension de développement personnel dans ce que tu proposes. Parce que à chaque fois que tu en parles, hier on en parlait, on en discutait, quand tu parles de légitimité, de timidité, à un moment donné tu parles même de confiance en soi, d'estime de soi. Tout ça, c'est des concepts qu'on voit beaucoup dans le dev perso, dans le développement personnel au global, parce que dev perso, ça fait vraiment très caricatural. Est-ce que tu te considères comme exerçant sur ce marché-là aussi, ou en tout cas dans ce secteur-là, ou pas du tout? Mais absolument. Et genre sans vraiment aucun tabou. Il y a plein de... Comment dire? Je sais pas, prends le concept des banquiers. Il y a plein de banquiers, c'est des arnaqueurs. Et pourtant, les banquiers sont fiers d'être banquiers, tu vois. Les avocats, t'en as, ils sont nuls. Il y en a qui sont forts et personne stigmatise le métier d'avocat. Donc le secteur du développement personnel existe. Il y a à boire, il y a à manger. Le ratio de bon-mauvais, je pense qu'il est pas en notre faveur, malheureusement. Mais ouais, moi, je suis totalement dedans. Développement personnel, croissance personnelle. Et la raison pour laquelle j'en ajoute de plus en plus au fur et à mesure dans ma formation, ou dans mon programme en réalité, c'est que il y a deux leviers qui font que quelqu'un passe de « je m'en sors pas » à « waouh, j'arrive à briser des barrières ». C'est le levier, disons, psychologique et le levier technique. Le levier technique, ça va être, tu vas venir Noir Ahmed, il va t'expliquer c'est quoi la différence entre argumenter, influencer et persuader, et il va dire persuader, ça se fait comme ça, argumenter, ça se fait comme ça, et tu vas avoir plus d'outils pour pouvoir le faire. Ça, c'est le levier technique. Et le levier psychologique, c'est quand je suis en situation de persuasion, comment je fais pour pas me saboter et pas être gagné par les émotions et oublier tout ce que j'ai préparé et faire tout l'inverse de ce que j'avais dit avec Ahmed. Et là, en fait, j'ai remarqué que mes clients, ce qui peut les pousser à faire n'importe quoi alors qu'on a bossé 2 mois sur le truc avant, c'était que intérieurement, ils s'autorisent pas le succès. Très souvent. Il y a un truc au fond de eux qui leur fait peur, et puisqu'ils n'ont pas décortiqué cette peur, elle est encore contrôlante. Parce qu'en travaillant avec eux, j'ai réalisé un truc, c'est que une peur, pour la démonter, il faut en tirer des leçons. Parce que la peur te quitte lorsqu'elle a fini de t'enseigner tout ce qu'elle avait à t'enseigner. Donc tant que tu ne l'écoutes pas et que tu n'as pas le courage de lui faire face et de lui dire « Ok, peur, de quoi tu me protèges ? Quelle est ma faiblesse que tu ne veux pas réveiller ?» Ensuite, tu l'acceptes et que tu déploies une montée en compétence pour rassurer ta peur. Parce que très souvent, elle a raison. Quand tu as peur de sauter du 16e étage, c'est valable. Et quand tu as peur de parler devant 300 personnes, très souvent, c'est valable aussi.
C'est ta peur qui te dit, émotionnellement, t'es pas prêt à donner 100%. Tu sais très bien que cette situation va te réveiller telle douleur. Tu sais très bien que ceci va te provoquer cela que tu ne voulais plus jamais vivre dans ta vie. Et puisqu'elle a raison, les gens ne passent pas à l'action, ou quand ils passent à l'action, ils se sabotent pour éviter de faire face à cette tout douleur. Hier, tu parlais de l'équation. Ouais. Tu peux me dire c'est quoi cette équation? L'équation, c'est... L'équation de quoi? L'équation de la confiance. Confiance égale compétence moins doute. Donc tu veux être plus confiant à l'oral, en fait on peut sous-entendre plus performant. Il faut que tu augmentes tes compétences, donc tu apprennes c'est quoi persuader, poser sa voix, le regard, machin chouette, le rythme et tout, organiser sa pensée, et que tu diminues tes doutes. Et après les doutes, à un moment donné, on s'approche de zéro, n'est-ce pas? Tu vois, t'avais 100 points de doute, tu les travailles, ils arrivent à zéro. Et quand tu passes entre guillemets dans le négatif des doutes, tu passes dans le positif de l'assurance. Et là, on t'augmente ton assurance à chaque expérience positive. Et donc, ça devient performance ou bien impact égale compétence plus assurance. C'est les deux piliers dont je te parlais tout à l'heure. Les doutes, c'est l'émotionnel. Les compétences, c'est l'aspect technique. Comment on fait pour diminuer la partie doute? C'est le travail de légitimation dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, les gens, ils se pensent toujours quelque chose? Genre, ils viennent me voir, ils me disent... Moi, malheureusement, j'ai du mal à être spontané. Pourquoi? Parce que quand je suis spontané, je suis un peu cassant. Et là, il faut décortiquer. Est-ce que tu souffres dans ton imagination ou tu es réellement cassant? Tu creuses. 99% du temps, le mec, il a été cassant en 1994 dans un mariage. Ça a fait un peu scandale, ça a vexé la mariée. Du coup, ça a saccagé son amitié avec ce couple. Et depuis ce jour-là, le mec, il se brand. Cassant si jamais je suis spontané. Donc le gars, il contrôle tout ce qu'il dit et il reste enfermé envers lui-même, tu vois. Et quand tu arrives à lui faire comprendre que, ok, en 94, il y a eu un épisode, t'as merdé, genre factuellement, on se le dit, mais depuis, quand on retrace les quelques fois où t'as été spontané, ça a merdé ou pas? Ah bah non, j'ai été spontané la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, à tel moment, et ça s'est passé comment? Bah bien, en fait. Ok. Et là, le mec, il comprend. Je souffre plus en imagination qu'en réalité. En fait, on fait des reality checks. Donc, tu changes le framing, si j'ai bien compris. Ouais, on fait tout le temps ça. On recable les croyances des gens. Parce qu'en fait, un individu, son comportement, il est expliqué par sa structure de croyances et d'émotions attachées à une action. Si c'est des croyances et des émotions négatives, l'action, ça va être n'importe quoi. Si c'est des croyances et des émotions positives, l'action, ça va être super. Ok. Est-ce que tu es prêt à parler de tes croyances religieuses? Vas-y. Ouais. Ça se dépend, mais vas-y, on va voir. Non, je rentrerai pas dans quelque chose qui te mettra à défaut ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le but. Parce que du coup, je saurais pas dire. Autant je comprends le terme francité, arabité, je sais pas, même si je comprends le sens, j'aimerais que tu me définisses islamité, du coup. Même... Islamité. Parce que ça se dit, certainement. Sans doute, hein. Mais moi, je l'ai jamais dit. Je sais pas ce que ça veut dire. Parce que pour moi, francité, c'est la même terminaison que identité. Donc, quand tu me dis francité, ça veut dire ton identité française. Okay. Qu'est-ce que tu dis de ton identité musulman, musulman? Ok, moi, j'appelle ça la musulmanité. Ok, mais on parle de la même chose. Donc, identité musulmane. Elle est dans mon prénom. Donc, Ahmed, monde musulman, automatiquement. Au-delà de ça, elle est dans ma culture. Forcément, le monde turc, il est turco-islamique. Tu vois, dans l'art qu'on peut avoir, etc. Elle est dans certains des rituels. Ça peut être certaines prières le vendredi, ou en tout cas le ramadan, ou mon environnement familial. Qui tourne autour un petit peu de rituels religieux, etc., de temps en temps. Pas plus que ça, en soi. Tu te considères comme croyant? Ouais. Ok. Jusqu'à quel point, aujourd'hui, ça façonne ton identité, d'être croyant? Est-ce que ça a un véritable impact dans ta manière de te présenter, de ta manière de vivre, dans ta manière de nouer des relations? Ou est-ce que vraiment, pour toi, c'est intime, privé, et que tu le vis sans avoir besoin d'en faire état? Alors, j'ai une spiritualité qui est pas du tout identitaire. Donc, ça se fond très bien dans ma vie, c'est imperceptible, tu vois.
Après, est-ce que ça change la manière dont je me présente? Non. En fait, c'est vraiment une manière, c'est très personnel, c'est une éthique que je m'impose. Mais tu vois, par exemple, moi, je vole pas. Je vole pas en partie parce que quand j'ai grandi, on m'a dit de pas voler. Après, on m'a dit que si je vole, j'irai en enfer. Mais après, même d'un point de vue éthique personnel, je me dis que même si j'étais pas croyant, je trouve ça sain et bon de ne pas voler. Donc maintenant, ce comportement de ne pas voler, fait-il part de ma enfin, est-il parti de ma musulmanité ou est-ce que c'est juste Ahmed, le rationaliste, qui a décidé que voler c'était en soi pas bien? Je sais pas. J'essaie de pas gâcher. Est-ce que je le fais pour la religion, pour Dieu, ou est-ce que je le fais parce qu'en soi, je considère que c'est une action bonne et vertueuse? C'est un peu des deux, quoi. Écoute, franchement, c'était passionnant. J'ai vraiment kiffé. T'as répondu à pas mal de questions que je me posais sur toi, que j'avais jamais eu l'occasion, parce qu'on se côtoie pas plus que ça en vérité, tu vois. Genre voilà, aujourd'hui t'es là, on commence à se voir à l'étranger pas mal, tu vois. Ouais. Comme on a dit hier, j'espère qu'on se reverra. On se voit plus à l'étranger qu'en France, parce que si on C'est compte la clair. Thaïlande et tout. C'est clair, en vrai, il y a eu plus d'occurrences et plus de temps passé ensemble. C'est Ouais. clair. Et ce soir, on va découvrir le Douar et j'espère que tu vas kiffer le resto. Je pense que ça va concilier ta musulmanité et ta francité, parce que franchement, en termes de talent culinaire, les chefs sont vraiment, ils ont géré. Merci, Ahmed. Je respecte ton prénom cette fois-ci, parce que c'est important. Merci d'avoir fait part de tout ça. J'aimerais bien te réinviter plus tard, parce que déjà, j'en parlais avec Nivin hier. Je trouve que le Ahmed que j'ai connu au départ, et le Ahmed d'aujourd'hui, c'est plus le même. Ah ouais? Ouais. Déjà, toi-même, il me semble que tu te considérais comme arrogant. Tu t'es déjà cité comme tel, en tout cas devant moi. On me le reprochait. Franchement, je trouve que et ton humilité a augmenté, tu vois. Voilà, j'avais pas, comment dirais-je, j'avais pas rencontré ton arrogance, en vérité. Tu vois, je te voyais parler, etc. Je voyais une certaine assurance. Effectivement, je t'ai pas trouvé particulièrement arrogant, dans le sens où potentiellement tu pouvais prendre les gens de haut ou quoi. Donc, ça m'est jamais arrivé. En tout cas, moi, j'en ai pas vécu l'expérience. Mais c'est vrai que malgré tout, je vois la différence entre. J'ai l'impression que la pratique, l'expérience, le fait que tu développes ton entreprise, une entreprise qui m'a l'air florissante, alhamdoulilah, tu vois, je suis content pour toi et qu'Allah t'augmente. Ça a joué peut-être, tu vois. En tout cas, je vois une différence. J'aimerais terminer là-dessus. Est-ce que tu la ressens, cette différence, ou est-ce que c'est vraiment moi en objectivité qui le voit et qui du coup peut te le partager? Ouais, je la ressens. Je suis beaucoup plus décomplexé. C'est le travail de thérapie que je fais avec mes clients, en fait. Tu vois, c'est la même chose. J'ai beaucoup moins de doutes, j'ai beaucoup plus de compétences, et je suis beaucoup plus apaisé par rapport à ça. Moi, j'étais quelqu'un qui pouvait avoir un petit peu la culpabilité de réussir. Par rapport à la famille, par rapport à certaines personnes, ouais, qui peuvent. Tu pars de la même ligne de départ, tu arrives à différentes lignes d'arrivée. La distance, elle peut faire mal, tu vois. Donc je pouvais un peu essayer de me diminuer pour protéger d'autres personnes. Je l'ai dépassé, je me suis réconcilié avec ça. J'avais du mal avec le côté doué que j'ai. Tu vois, je me disais, il y a forcément une douille quelque part. Genre, tu vois, j'essaie de trouver je sais pas, comme un contre-argument à certaines douances que je pouvais avoir. Là, je me dis, bah écoute, je les ai. Et je me dis tout le temps, au pire, je cours pas vite. Tu vois, il y a des gens, ils courent vite. Et moi, je cours pas vite. Donc, j'ai plein de défauts qui me permettent d'accepter mes qualités. Donc, faire face à ces défauts pour accepter ces qualités, c'était un travail qui était marrant à faire. Après, dans le dernier sujet qu'on a abordé, il y a mon rapport à la spiritualité aussi qui est beaucoup plus apaisé. Où avant, de toute façon, toujours aujourd'hui, j'ai du mal avec ce que moi j'appelle l'islam, comment on va dire, l'islam comptable. Tu connais le truc de 7 nuits, les prières et le compte fois 1000, on dirait c'est le Black Friday des Hassanettes, entre guillemets. Depuis que je suis petit, je trouvais que c'était une dinguerie et que pour moi ça a toujours été fake ce truc. Parce que t'es un rationaliste, comme tu l'as dit. Ça doit être ça, tu vois. D'autres règles que je trouve qui sont beaucoup plus culturelles mais qui ont pénétré le spirituel et personne n'est prêt à avoir ce dialogue. Et j'avais ce truc d'essayer de convaincre les gens en fait. Alors que maintenant, j'ai plus construit ma mosquée intérieure, si tu veux, mon temple spirituel intérieur, en trouvant mes fondations, mes éléments un peu plus décoratifs. Et voilà, moi, je vis maintenant ma spiritualité. Et ça m'a permis aussi d'être ouvert à celle des autres. Tu vois, hier, on était avec Mathieu. Rien à voir, je pense, d'un point de vue de la pratique, etc.
Ah, ok, maintenant c'est cool. Alors que à l'époque où je te disais, ah, parfois je suis un peu arrogant et tout, peut-être que je me serais forcé à débattre avec lui. Alors que maintenant je rentre dans son jardin, mais tu vois, respectueusement, je dis, ah là t'as mis une tulipe, là t'as mis je sais pas moi, c'est quoi, un pommier. Tu vois, je respecte son jardin, j'explore, après je ressors tranquillement sans rien enlever de là-bas. Parce que j'ai compris que chacun crée et façonne son rapport à la spiritualité pour équilibrer son existence matérielle ici. Ok. En fait, chacun fait ce dont il a besoin et j'essaye juste de voir si la personne en face de moi, elle est apaisée. Si elle l'est, je la laisse. Si elle est dans un rapport toxique, malsain, j'essaie peut-être de planter des graines et après je me casse. T'as trouvé qu'il était apaisé? Je trouve que lui, ça l'apaise, ouais. Il est un peu à fond, c'est un érudit, mais j'ai pas vu de... Après, moi, on a parlé 30 minutes. Hein, Ouais, mais t'as vu l'essence de Aïssa vraiment tel qu'il est vraiment. Tu ouais, vois, il semble apaisé, ça a l'air de l'épanouir. Donc c'est bien. Clairement, et puis j'ai aimé moi de voir la discussion et de voir l'échange qui était vraiment, vous êtes je dirais pas deux opposés nécessairement, tu vois. En tout cas, il y a beaucoup de connaissances d'un côté, beaucoup de rationalité de l'autre. On en avait discuté déjà en Thaïlande où effectivement t'as un rapport mais après je pense que t'es comme ça dans la vie de tous les jours où tu viens questionner les acquis, tu vois, pourquoi ça c'est comme ça et pas autrement. Donc je comprends aussi même si je suis pas d'accord avec toi, je partage pas l'histoire de l'islam comptable, tu vois, il y a des choses pour moi qui sont faites pour ne pas être comprises dans la religion, qui sont pas expliquées par Allah, c'est comme ça, tu vois, et à nous de suivre aussi pour tester notre foi. Est-ce qu'on est prêt à croire ces choses de l'invisible telles qu'elles nous sont transmises, et à des choses qui nous sont expliquées de A à Z, comme par exemple Aïssa, qui est vraiment, pour le coup, est dans la jurisprudence pure et dure, avec le pourquoi ça, parce que ça, pourquoi ça, parce que ça, que je pense d'ailleurs te correspond mieux, j'ai l'impression, ou pas, j'en sais rien, tu vois, mais j'ai l'impression que t'étais plus ça aurait pu. Ça aurait pu. Il y a un monde où j'aurais pu être... Plus maintenant. Un monde ou une époque? Non, un monde, faut que ce soit un monde. Il y a un parcours de vie qui aurait pu m'emmener vers ça aussi, ouais. Mais pas aujourd'hui. Attends, il y avait un truc super intéressant dans ce que tu disais. Laquelle? Ah, je sais plus. Thaïlande. Ah ouais. Tu disais, Mathieu et moi, on était un peu diamétralement opposés, que toi, tu étais peut-être un peu entre les deux, mais qu'on n'était pas non plus d'accord, toi et moi. Et en fait, ce qui m'a permis de faire tout ça, et c'est peut-être le rapport opposé que tu vois aujourd'hui, moi, j'ai compris que ce qui m'intéressait fondamentalement, et alors ça, pour moi, limite, je vais revenir sur mon conseil pour dépasser les barrières, c'est apprendre à discerner. Et en fait, le discernement, c'est une qualité qui te permet de sculpter tes pensées, ton discours, ton identité, ta façon de voir le monde, et d'enlever impureté après impureté jusqu'à toucher une forme de pureté, tu vois. Ah putain, c'est exactement ça. Et donc, par exemple, avant, j'avais un peu plus de déchets à enlever, tu vois, et je croyais que j'avais un rapport qui était contestataire. Parce que la contestation me permettait de critiquer. Mais c'était critiquer en étant opposé. D'où le côté, si j'avais connu Mathieu à l'époque, on aurait débattu. Maintenant, je garde la critique parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le questionnement, mais pas forcément la contestation. Donc tu nourris ta curiosité. Et du coup, c'est comme si, en fait, te nourrir de la curiosité des uns et des autres, nourrir ta curiosité avec les avis et la vision des choses des uns et des autres te permettait d'enlever tes propres déchets pour te rapprocher de la pureté. Ouais, parce que j'ai une vision qui est symbolique de la religion, ésotérique. Tu vois, si tu dois me rapprocher d'un truc qui existe, ça va être grosso modo les soufis. Mais tu vois déjà dans la tonalité, grosso modo. Moi, je trouve que si on comprend bien les questions, et c'est là toute la difficulté en fait, la difficulté, c'est pas de répondre aux questions. Parce que quand tu comprends bien la question, la réponse pour toi devient évidente dans ton cœur, mais c'est de bien comprendre la question. Et après, j'admets, à mes yeux, que chacun peut avoir sa vérité qui, là-haut, est reçue comme étant vraie. Ok. Et que tout le monde ne doit pas se confirmer sur une ligne commune. On sera définitivement pas d'accord. Tu vois, et tu te rends compte qu'avec Mathieu et tout, c'est irréconciliable de dire. Ouais, parce que, ça n'a aucun sens. Je partage sa vérité, du coup, c'est pour ça que je dis que je peux pas être d'accord avec toi, mais j'entends, je réfute avec mes mots et mon cœur, ça me suffit. Maître, merci à toi de m'avoir reçu. Non, franchement, c'était cool.